Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Les actualités politiques pénètrent tous les foyers, par la porte, par les fenêtres, par les journaux, les écrans des téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones portables, les voisins. Il n'est pas un accident de la route, un malheur dans une famille qui n'inspire une référence explicite ou implicite à la situation politique du pays. Jamais les informations politiques n'ont été à ce point abondantes, pressantes jusqu'à susciter le dégoût, assurément la confusion. Pour y retrouver une ligne directrice, donner un sens au présent et anticiper au mieux l'avenir, Léopold Senghor conseillait jadis un remède. Si tu veux trouver ton chemin, retourne-toi et regarde ton passé. Après 45 ans de vie parlementaire, 44 ans à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et toujours membre du Parlement à titre honoraire, 18 ans vice-président de la région Île-de-France, j'ai l'impression de revivre aujourd'hui un des épisodes dont l'histoire nous a déjà renouvelé l'expérience et les impasses. Les gouvernements socialistes sont restés enfermés dans les cadres d'une idéologie qui date au mieux du milieu du XXe siècle, et les gouvernements d'inspiration libérale n'ont jamais eu le courage d'expliquer clairement et d'appliquer les principes qui permettent à notre pays d'être présent au rendez-vous avec les autres nations du monde. Une étrange incapacité d'agir se retrouve à chaque étape. Par exemple, aucun n'a pris les initiatives nécessaires pour réconcilier l'opinion publique avec le fonctionnement de l'Europe et montrer l'engagement et l'intérêt de la nation dans sa construction. Le président Senghor avait raison. Une expérience que l'on a vécue est toujours plus instructive pour s'adapter aux surprises de la vie que les leçons d'un professeur, historien ou éditorialiste. Chaque événement personnel, même mineur, est l'écho d'un monde, il en rapporte l'ambiance, nous fait reconnaître une situation que nous retrouvons dans l'actualité, lui donne un sens et permet d'en prévoir l'issue. Je suis entré en politique avec un idéal, partagé à l'époque par une foule de militants, celui tout simplement d'avoir et de conserver un pays dont on puisse être fier. J'ai eu le temps de faire le tour de ces mécanismes internes. J'y ai découvert le meilleur comme le pire. Je ne m'y suis jamais ennuyé, m'employant à être le plus utile possible dans mes fonctions. Les mémoires que j'écris aujourd'hui ne se rapportent pas à ma personne mais aux expériences que j'ai traversées, au monde que j'ai côtoyé. Je les livre en toute liberté, sans rien cacher, révélant de ce fait des épisodes inédits. Pour participer à la vie politique, ne pas y rester spectateur, il faut se faire élire et réélire, se soumettre volontairement au tribunal prosaïque du peuple par un scrutin de circonscription où la personnalité du candidat finit, au fil des mandats, par être prise en compte autant que son appartenance politique. Il faut s'exposer à être rejeté par ses concitoyens. Le succès répété de cette épreuve initiatrice a créé, dans mes relations avec la population, un caractère de naturel et une grande liberté, celle de continuer à dire la même chose à tout le monde et de préférence la vérité comme me l'avait conseillé le général de Gaulle, ce qui m'évitera, selon son expression, de me prendre les pieds dans le tapis, au milieu de la multitude des gens et des situations qu'un député est amené à rencontrer. Ce qui rend aussi la vie plus agréable, qui secrète même le sel de la vie sociale et donne enfin à l'élu le sentiment de bien représenter une volonté collective à l'Assemblée nationale. J'ai toujours cherché à comprendre les autres. Max Scheler aimait à répéter que la sympathie ne consiste pas à pleurer avec celui qui pleure, mais à essayer de comprendre le sens de sa souffrance, et à rechercher activement un coin de ciel bleu à l'horizon pour le réconcilier avec la vie. Depuis le plus petit village de Seine-et-Marne jusqu'à ceux de la Nouvelle-Calédonie, à travers mes responsabilités économiques ou politiques, à la région, en Outre-mer comme à l'Assemblée nationale, le but de mon travail a toujours été de réconcilier les gens avec leur pays, de chercher avec eux une voie qui réponde à leurs espérances personnelles pour y réaliser leurs projets. Saint-Exupéry définissait l'amitié comme le fait de regarder le même avenir. Elle peut devenir le ciment d'une société, lorsque les citoyens gardent le sentiment de pouvoir y réussir leur vie. Elle est alors le ressort du sentiment national. Aujourd'hui, la situation est si confuse que des Français qui se rencontrent à l'étranger peuvent encore se saluer spontanément avec sympathie, mais à l'intérieur de notre territoire, et en l'absence depuis de nombreux mois de toute politique clairement définie, regarder ensemble un avenir commun est une expérience impossible.
La société est éclatée, les Français ne s'aiment pas, ils se comprennent à peine. Le divorce entre le monde politique et le pays réel est la pire situation que puisse connaître une démocratie car elle met en cause son fondement. La conscience collective est d'autant plus malheureuse que les électeurs ne se reconnaissent pas dans leurs propres choix. Chacun aspire à en sortir, à tourner la page. Le souvenir précis des faits qui ont marqué notre histoire depuis plus de 40 ans permet d'identifier les moments où la politique s'éloigne de l'histoire et du service de la collectivité nationale, que tout le monde oubliera, et ceux qui ont marqué un progrès pour notre pays, fût-il transitoire, dont l'histoire se souviendra. Il suffit d'un président qui n'ait pas le sens de l'État, pour que les citoyens perdent aussi celui de l'intérêt général, par une réaction de dégoût, celle d'avoir été victime d'une escroquerie générale. Un président qui y puise son énergie, suscitera au contraire dans la société un vent d'optimisme et de solidarité nécessaire au redressement moral et à la relance de la vie économique. À 1 an d'une élection présidentielle, le salut ne peut plus venir des discours, ni d'une capacité intellectuelle à présenter un programme politique, ni de l'apparence physique des hommes appelés au pouvoir, ni de la modification d'un article de la Constitution. Ce qui est attendu, c'est un changement dans le comportement du pouvoir politique à l'égard des Français. Revenir aux sources, annoncer clairement les enjeux que la France doit affronter dans le monde, les difficultés des réformes à réaliser pour y survivre, et le faire. Ils ont besoin de vérité et d'efficacité. De mes rencontres avec les chefs d'État, premiers ministres ou personnalités qui, depuis le général de Gaulle, puis Pompidou et Chaban-Delmas, Giscard d'Estaing et Raymond Barre, Mitterrand et Chirac, jusqu'à Nicolas Sarkozy, ont dirigé les affaires de la France, je ne décris que mes expériences personnelles, sans cacher mes émotions et donc mes sentiments, mais sans jamais porter le moindre jugement. Les faits parlent d'eux-mêmes. On raconte que jadis, le philosophe Diogène se promenait dans les rues d'Athènes au milieu de la foule, portant en plein jour une lampe à huile entre ses mains. Les gens l'interrogeaient. « Je cherche un homme », disait-il. Dans mes relations avec mes collègues, les ministres ou les présidents dont le degré de proximité a été fort variable, j'ai instinctivement recherché en politique à détecter ceux qui restaient naturellement habités par une passion sincère pour leur pays, la France, à l'image des militants de base qui partageaient la passion historique du général de Gaulle. J'en ai rencontré beaucoup plus à l'Assemblée nationale qu'on ne le croit communément, mais ce ne sont pas ceux qui s'exposent le plus au regard des autres. Ils savent parfaitement qu'une carrière politique ne peut être réussie que collectivement. Elle est réussie quand l'élu a participé à un mouvement qui a pu faire inscrire dans notre histoire nationale un progrès, une valeur, une initiative qui rehausse le sentiment que le citoyen retire de sa simple appartenance à son propre pays. Certaines des expériences décrites découvrent des franges inédites de notre histoire politique. Leur particularité tient à ce que le fil qui les relie se prolonge pendant plus de 45 ans, pendant lesquels je suis resté affecté à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Elles ouvrent une fenêtre assez large sur notre histoire collective. Je consacre un chapitre à mes voyages en Irak, en Jordanie et en Syrie entre 2002 et 2004, liés à l'histoire de la libération des otages français qui y étaient détenus. La mémoire des conditions dans lesquelles l'Irak a été envahi et toute la société détruite permet de comprendre la genèse des attentats dont nous sommes victimes aujourd'hui, ainsi que la politique étrangère qui peut nous en prémunir durablement. Internet permet à chacun de tout connaître des interventions publiques d'un député à l'Assemblée nationale, des principales manifestations officielles auxquelles il a participé, un peu moins de ses missions ou interventions outre-mer ou à l'étranger. Je ne reprends rien de ce qui a été dit ou écrit, sinon pour éclairer le contexte à partir de l'expérience que j'ai vécue. Comme dans la vie réelle, c'est l'insondable légèreté des hasards qui crée les situations les plus fortes parce qu'imprévues. J'en entoure la description de suffisamment de détails pour que chacun puisse, s'il a un doute, retrouver les coordonnées géographiques et temporelles sur le net, creuser à partir de là et authentifier les faits. 1. La vie d'un universitaire. Enseignant au lycée de Lille. Au premier jour de novembre 1956, j'enseigne à Lille. Ma place à l'agrégation m'a permis de choisir sur la liste des postes disponibles un lycée relativement proche de Paris où j'ai mes amis,
mes habitudes à la bibliothèque de la Sorbonne et à celle de Sainte-Geneviève, place du Panthéon. J'assiste assidûment, tous les mercredis, aux conférences de Martial Guéroux au Collège de France sur la philosophie de Spinoza, les dialogues de Platon, puis sur la philosophie pratique de Kant. Je travaille à un doctorat d'État afin d'achever le cycle des études et, je l'espère, celui de mes recherches. À Lille, je découvre la richesse et la cordialité sincère des gens du Nord qui, au fil du temps, deviendront des amis pour la vie. L'amitié dans le Nord n'est jamais feinte ni simulée, mais quand elle prend corps, sans que l'on s'en aperçoive, à travers les rencontres et les gestes naturels de la vie, les épreuves communes ou les moments de joie partagés, on découvre une vertu nouvelle et peu répandue, à savoir que l'autre sera toujours là à vos côtés, dans les échecs comme dans les réussites, et que le soleil ou la pluie sont peu de choses au regard des apostrophes. Une racine commune qui nous relie à la même terre, la terre des gens qui ne trichent pas, qui ne font pas semblant, qui ne jettent pas leurs sentiments sur la place publique mais dont la sollicitude reste active avant même d'être verbale. Bref, j'arrive à Lille où le proviseur qui touche à la fin de sa carrière m'accueille avec une bienveillance teintée de surprise. Il ne me cache pas son désappointement. Il a signalé à l'académie que sa terminale lettres était ce que l'on appelle une classe difficile, avec des éléments potentiellement perturbateurs, qu'il lui fallait un enseignant compétent, c'est-à-dire, avait-il précisé, un professeur agrégé. Dans la forme, la réponse correspond à la demande, mais il voit en face de lui un gamin de 22 ans et une situation difficile à gérer. Enfin, conclut-il, ce sera votre problème. Le représentant syndical me prie de passer le voir pour recevoir l'information indispensable à tout nouvel enseignant qui doit, avant toute chose, connaître son statut et ses droits. Il me regarde attentivement, et me fait remarquer que j'ai l'air assez maigre et que la préparation de l'agrégation à un âge aussi jeune a dû me fatiguer. Il est exact qu'ayant débarqué des États-Unis 13 mois plus tôt après une année de pérégrination qui m'avait laissé exsangue, j'avais depuis lors arrêté toute pratique sportive pour préparer le concours. Je n'étais certes pas gros, mais je me sentais bien. Il m'explique avec beaucoup de gentillesse que la mutuelle de l'éducation nationale, la MGEN, fonctionne très bien, que son syndicat suit d'ailleurs les choses de près pour améliorer la condition des enseignants. Il m'apprend qu'après 1 an et demi d'enseignement, j'aurai droit à 6 mois de congé pour repos médical. Devant mon air un peu surpris, il tient à me rassurer. Je ne perdrai rien, je percevrai la totalité de mon salaire. Avec bienveillance, il me conseille, à titre indicatif, la maison de repos des 3 Épices en Alsace et précise que je ne serai pas soumis à un contrôle médical strict et pourrai me consacrer librement à la préparation du doctorat d'État, puisque tel est, semble-t-il, mon vœu. Je ressens bien que ces considérations répondent à une authentique sollicitude à mon égard, mais elles me contrarient et me chagrinent parce que je me sens plein de vie, de projets, de besoins d'action et que la perspective de m'enfermer dans une maison de retraite me rend triste. Accessoirement, elle ne m'incite pas à devenir militant syndicaliste. J'ai bien l'intention de répondre à toutes les exigences de mon nouveau métier, de reprendre la pratique du sport et de poursuivre le cycle de mes recherches. L'année scolaire se passe d'ailleurs très bien, et le contact avec mes grands gaillards ne pose aucun problème particulier. Ils sont intéressés, et réussissent pratiquement tous au baccalauréat où le coefficient de la note de philosophie joue un rôle déterminant. 3 fois par semaine je prends le train à Paris gare du Nord pour Lille-Flandre, la seule gare qui existe à l'époque, pour gagner ensuite ma chambre place Philippe-le-Bon, à côté de l'église Saint-Michel. Le matin je profite des 2 heures de voyage pour lire et annoter les textes ou commentaires des philosophes qui manquent à ma culture. Et il y en a. J'ai l'impression d'avoir encore tout à apprendre. Mon attention se concentre sur un moment de l'histoire que l'on appelle la période post-kantienne, où l'idée de Dieu semble avoir disparu de la conscience des hommes pour entrer dans leur inconscient, comme le soleil qui se couche à l'horizon pour rester caché quand il passe de l'autre côté de la Terre. Gerhard Krüger a bien rendu cette atmosphère. Kant, écrit-il, fut le dernier des philosophes dogmatiques et le premier des philosophes modernes, le dernier à fonder sa philosophie sur une théologie et le premier à avoir aperçu le caractère absolu de la liberté humaine. Et comment, dans une liberté absolue, vais-je trouver un point fixe pour construire une vie pleine ? La Terre est un astre fragile, et je me demande quelle forme peut prendre l'enracinement dans la Terre pour arriver à répondre aux aspirations vers le ciel qui ont si longtemps mobilisé l'humanité.
Bref, je philosophe la plume à la main comme je l'ai toujours fait au cours de mes études, même dans les situations apparemment les plus scabreuses, comme jardinier à Cleveland dans l'Ohio, ouvrier intérimaire à l'usine de Rivière-Rouge à Détroit ou cueilleur de pommes dans les vergers de Californie. Je conservais toujours dans ma sacoche, à côté d'un savon, d'un rasoir et d'une brosse à dents, 2 ou 3 ouvrages de philosophie qui me permettaient, le soir venu, de faire le point et de conserver un équilibre moral auquel l'exercice physique contribuait pour moitié. Le premier choc politique. C'est au cours d'un voyage de retour vers Paris que je reçois le choc des événements extérieurs qui, de fil en aiguille, m'a ouvert l'intérêt pour la politique. Le retour en train est généralement consacré à la correction des copies ou à la lecture de romans. Je n'arrive jamais à comprendre une idée sans la rattacher à un exemple concret ou à une expérience vécue. Or la vie est courte et étroite, et le champ des expériences réelles limité pour chacun. La lecture des romans élargit considérablement celui des expériences possibles. Le Lys dans la vallée ou la Chartreuse de Parme m'en apprennent beaucoup plus sur la vie et les richesses de la conscience humaine que les traités de psychologie. Guerre et paix de Tolstoï ou le Docteur Zhivago de Pasternak, beaucoup plus sur le développement des guerres et leurs effets cataclysmiques sur la vie familiale que les résumés des manuels d'histoire. On peut y mesurer les longues périodes de souffrance que peuvent vivre les hommes, au regard de quelques instants de bonheur. Nous sommes au premier jour de ce mois de novembre 1956. Je sais, comme tout le monde, que la France et la Grande-Bretagne ont lancé une expédition pour reprendre le contrôle du canal de Suez, et j'ai lu, d'un œil distrait, un titre au stand des journaux de la gare de Lille. Les Russes menacent notre pays d'une attaque nucléaire si nos troupes ne sont pas immédiatement retirées. Arrivant sur Paris, à travers les vitres de la Micheline, je vois en cette fin d'après-midi d'hiver un ciel plombé, quelques déchirures de nuages noirs qui prennent un relief lugubre sur un horizon rougi. Brusquement une angoisse me saisit. Est-ce pour ce soir, dans quelques minutes pour demain ? Contre la bombe atomique nous n'avons rien à opposer et sommes tous, comme le renard enfumé dans son terrier, prisonniers et condamnés d'avance. Les passagers du train n'ont pas l'air le moins du monde inquiets. Des souvenirs d'enfance me remontent brutalement à la gorge. Le pays occupé, la mort de ma mère quand j'avais 8 ans, la police qui s'enquiert des conditions de son décès à 34 ans, les pressions, la crainte de pouvoir être arrêté à tout moment, la nécessité de s'aplatir. Mon père, lui-même médecin, qui doit prendre la précaution de faire établir le certificat de décès par le docteur Jardin, maire de la commune, pour préciser officiellement qu'il s'agit une crise cardiaque et non de quelques blessures récoltées dans le maquis voisin de Saclay. Les jeunes d'aujourd'hui sont à 100 lieues d'imaginer ce que peut être l'atmosphère d'un pays, de leur pays occupé par une armée étrangère, l'atmosphère de non-dit qui occulte et déforme les gestes et les paroles de chacun, les risques permanents de dénonciation, les pillages rares mais qui ont existé, des maisons et des biens dans les villes ou villages bombardés et désertés par leurs habitants, la fragilité des amitiés de voisinage. Il n'existe plus rien de stable. En l'absence même de toute violence exercée directement sur les personnes ou leurs familles, l'identité de chacun se dissout dans un monde qui a perdu son âme. Ma nourrice qui venait de la Suisse alémanique et me parlait allemand depuis mon plus jeune âge, ne se doutait pas que les événements aidant, elle me permettrait de lire et de comprendre Kafka sans aucun soutien pédagogique. J'en ai gardé une maxime d'action. Dans un pays libéré, les gens doivent assumer leur libération et parler clair, dire exactement ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent, et chercher résolument les remèdes à tout ce qui peut les étouffer. Aujourd'hui, en descendant du train, je reste sidéré qu'un gouvernement laisse le pays étouffer sous une menace directe de mort sans s'être prémuni contre les conséquences nationales et internationales de ses propres actes. Depuis 1 an et demi maintenant je travaille et j'enseigne. Lille n'est pas une ville comme Paris. Les gens se parlent entre eux. Leurs rencontres ne se réduisent pas, selon l'expression de Descartes, à des chapeaux et des manteaux qui se croisent dans les rues. Dans ce milieu affectivement riche, je trouve rapidement mes marques, mais en dehors de l'ordre institutionnel et hiérarchique. Mes collègues agrégés me regardent de travers, comme si j'avais pris la place d'un autre. Mes manières d'être, de vivre et d'enseigner ne semblent pas convenir à ma fonction. Je ne fréquente pas la salle des professeurs où les affiches syndicales et les emplois du temps décorent les tableaux d'affichage, mais celle des chauffagistes quand il fait froid pour leur quémander un peu plus de chaleur.
Je salue le gardien à l'entrée du lycée et plaisante avec lui. Je découvre ainsi, sans le vouloir, tous les ressorts souterrains mais toujours intéressants de la vie de l'établissement. Au matin souvent très frais de l'hiver, je me réchauffe d'un chocolat chaud au café en face du lycée où je discute avec la serveuse, les ouvriers qui partent au travail, souvent avec des élèves. J'observe qu'ils sont de plus en plus nombreux autour de moi, ce qui commence à m'inquiéter. Un jour, de la cour de récréation, un ballon heurte une fenêtre de la classe. Un carreau est cassé. J'ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Le professeur de gymnastique, un solide gaillard, s'avance vers moi pour s'excuser et pour me réconforter probablement, annonce une sanction exemplaire pour l'auteur des faits. Je le rassure. Pour les frais de réparation, je lui précise que j'en discuterai avec l'intendance, qu'il s'agit d'un problème mineur qui ne justifie aucune punition. À la sortie, je vais quand même le voir pour lui demander s'il ne connaîtrait pas une salle de sport où je pourrais me remettre en forme et faire un peu d'exercice. La simplicité de mon abord semble l'étonner et le réjouir car, dans la hiérarchie administrative complexe d'un lycée, ma qualité de professeur agrégé ne permet pas à l'intendant de me faire le même accueil qu'il pourrait réserver à un professeur de gymnastique. Et il m'oriente vers une salle de musculation. C'est ainsi que je connais et pratique l'ASLI, où j'entraîne mon collègue Jean-François Ricard, plus connu sous le pseudonyme de Jean-François Revel. Il vient de publier le célèbre Pourquoi des philosophes qui amuse le monde entier et consterne les dévots de la Sorbonne. Cet ami, atteint d'une pudeur qui le porte à rougir chaque fois qu'on l'approche ou que l'on effleure les fibres de sa sensibilité, au cœur généreux et à l'honnêteté intransigeante, dont l'intelligence pétillante était pétrie d'humour, deviendra un gymnaste appliqué. Le talent de l'écrivain, la lucidité du pamphlétaire n'avaient pas encore éclaté au grand jour, et lors de nos discussions itinérantes dans le train qui nous ramène régulièrement vers Paris, je dois avouer que je n'ai jamais pu le suivre jusqu'au terme de ses démonstrations. Pour nous comprendre, nous appliquions les mêmes principes, à savoir qu'une réflexion qui ne peut pas se rapporter à une expérience réelle n'a aucun sens. Mais je n'ai jamais pensé que la vocation de la philosophie fût de vouloir uniquement prolonger les sciences de la nature. Leibniz et surtout Kant avaient fermé cette voie. J'essayais de lui prouver que la réflexion philosophique peut continuer à creuser la vie de la conscience et les ressorts des activités humaines, sans être obligé de répondre aux critères des sciences objectives, comme il le montrera brillamment lui-même dans ses œuvres ultérieures. Le temps du voyage n'était jamais assez long pour que nos discussions puissent trouver leur conclusion. L'ASLI est animé par une autre personnalité, qui s'appelle Jean Debuff et enseigne la gymnastique dans une grande institution privée. Mes camarades d'entraînement me soufflent à l'oreille qu'il fut en 1956, aux Jeux Olympiques de Melbourne, le porte-drapeau de l'équipe de France et qu'il en rapporta une médaille, qu'il est toujours champion d'Europe d'haltérophilie, mais que l'administration dans son aveuglement bureaucratique lui a suspendu son salaire pour absence injustifiée au moment des Jeux Olympiques. Il n'a pas produit le certificat médical qui doit accompagner toute absence. Rien n'y fera, malgré tous nos efforts, son traitement ne lui sera jamais versé. Quant à Raymond Herbeau, mon professeur de gymnastique, mes élèves m'informent qu'il est champion de France dans la même discipline en catégorie poids lourd. Ils étaient plus âgés que moi, et nos relations d'amitié dureront ce que dure une vie. Jamais je ne les verrai se prévaloir de leurs titres, exhiber leurs médailles, toujours tranquilles et sereins dans une fascinante réserve à l'égard de leurs exploits. J'ai eu pour élève Albert Herbeau, le fils, qui réussira brillamment ses études et deviendra un médecin réputé. Les conséquences de l'incident du ballon. L'incident du ballon connaît des suites imprévues. À la fin du mois de mai 1958, à 15 jours des épreuves du baccalauréat, j'arrive à Lille avec un cours sérieusement préparé pour rappeler à la veille des examens les principes d'une bonne dissertation philosophique, l'attaque de l'introduction, l'organisation des 2 ou 3 parties, l'écriture de la conclusion, le tout autour de 3 sujets qui ont été choisis par la classe. Un attroupement devant la porte du lycée semble en rendre l'accès difficile. En approchant, je vois qu'il s'agit d'un rassemblement d'adultes et non d'élèves. Je passe distraitement au milieu de ces gens en faisant simplement attention à ne bousculer personne quand je suis arrêté par un collègue philosophe qui m'apostrophe. « Tu ne peux pas rentrer, il y a grève. » Je suis stupéfait de cette injonction qui tombe du ciel. Je n'en connais pas le motif,
et je lui demande de m'expliquer ce qui se passe de grave dans le lycée. Il me déclare que les événements actuels obligent les enseignants à faire grève en signe de protestation. Je ne vois pas quels événements peuvent justifier que l'on prive les élèves d'une préparation à laquelle ils ont droit, et en quoi un stationnement passif de 50 personnes devant le lycée Faidherbe à Lille peut servir quelque cause que ce soit. Une voix tranquille derrière moi m'interroge. « Vous avez des problèmes, Didier Julia ?» C'est Raymond Herbaut devant lequel chacun s'écarte pour éviter d'avoir un pied fortuitement écrasé. Je lui dis que je n'en ai aucun, puis je me rends à mon travail. Il me répond simplement « Eh bien allons-y ensemble ». Des regards consternés me suivent et une petite chorale de voix mal assorties me traite de gaulliste et quelques-unes même de fasciste, ce qui m'apporte un début d'explication. J'en garderai le sentiment que les expériences de la vie ne parviendront pas à amender, de l'inutilité et même du caractère immoral des grèves dans le service public, en particulier quand les motifs n'ont rien à voir avec l'organisation du travail. Elles sanctionnent des élèves, affaiblissent leurs chances de réussite, tout cela pour infléchir le cours d'événements qui se passent à Paris ou ailleurs, sur lesquels ils n'ont aucune prise, qui n'ont aucun rapport avec leurs activités professionnelles. Je ne vois pas ce que la politique vient faire dans le métier d'enseignant. Je médite sans le vouloir sur le terme de gaulliste dont on m'avait coiffé, qui se rapporte à une belle page de l'histoire de France, mais les années d'études ayant accaparé toutes mes pensées, je me demande comment ce qualificatif pouvait devenir une insulte. Ainsi germa mon intérêt pour l'actualité politique. Lors du dernier trimestre de ma 3e année d'enseignement, je suis brusquement saisi d'une grande fatigue. Les examens révèlent une primo-infection tuberculeuse avec une trace nette dans le poumon, mais en voie de cicatrisation, c'est-à-dire de guérison. Le médecin contrôleur m'arrête 6 mois, et je dois interrompre mes cours au lycée Faidherbe. Nous sommes au début du mois d'avril. Je souhaite cependant poursuivre mon travail de recherche. Martial Guéroux, dont je continue à suivre les conférences au Collège de France, m'oriente pour la prochaine rentrée universitaire vers le Centre national de la recherche scientifique qui fonctionne pour les philosophes un peu comme la Villa Médicis à Rome pour les artistes, en leur assurant la liberté et la disponibilité pour faire éclore leurs talents. Une telle affectation pour un philosophe peut poser un problème de fond, car chacun sait que depuis le début du XVIIIe siècle, depuis Leibniz et Newton, les progrès de la science s'accomplissent en l'indépendance de toute considération philosophique ou religieuse. Ils ne sont liés qu'au développement de plus en plus complexe de l'outil mathématique et des moyens physiques d'investigation. Mais il reste précisément la question de l'homme sur laquelle Kant a recentré la philosophie, l'homme considéré non pas comme objet de la science mais comme fait d'expérience. Et c'est précisément sur ce point, à la conjonction de la réflexion, de la psychologie et de la sociologie que porte mon projet de doctorat d'État, intitulé La question de l'homme et le fondement de la philosophie, qui part de la philosophie pratique de Kant, de sa théorie de la volonté pour ouvrir ensuite les portes de la philosophie spéculative de Fichte. Cette dernière représente certainement l'un des exercices réflexifs les plus profonds, pour creuser les ressorts de la pensée et de l'activité humaine. Martial Guéroux et Paul Ricoeur, professeurs à la Sorbonne, en sont les parrains officiels. Cet affichage administratif recouvre des relations vivantes de travail dans un climat de clarté et de sympathie efficace, qui ne cesseront de m'étonner de la part de ces éminentes personnalités du monde universitaire. Paul Ricoeur dirige ma thèse secondaire, une traduction de la théorie de la science de Fichte. Il me permet en toute simplicité de venir consulter sur une table de son bureau les notes, signes ou gribouillages qu'il a portés directement sur mon texte, me précisant qu'il s'agit d'indications et non de commandements, de corrections obligatoires. Toutes me seront utiles. Quant à Martial Guéroux, il est connu pour être un puits de science en matière d'histoire de la philosophie. Il m'a demandé de lui écrire chaque fois que je rencontre une difficulté ou un blocage. La méthode m'oblige à un effort particulier de formulation, puisqu'il s'agit d'exprimer aussi clairement que possible ce que l'on n'a pas compris. Elle me dispense de lui rendre visite avec l'esprit embrumé, d'y perdre mon temps et de lui faire perdre le sien. Il répondra toujours à mes demandes, même quand elles prennent la forme d'approximations successives certainement énervantes. Il me répète que je tiens le bon filon, et que je ne dois pas me soucier d'autre chose que de creuser encore.
L'âge venu et les distinctions que la République lui avait justement accordées l'avaient élevé au-dessus des questions d'amour-propre. À ses yeux, comprendre tous les mécanismes de l'esprit humain devait consister à pouvoir les exposer dans des concepts, à trouver l'équivalent des expériences de la vie dans une logique. Il avait pensé un moment que la vérité de Fichte pouvait se chercher chez Hegel. Il en était revenu, sans avoir trouvé la solution. Quand viendra ma soutenance de thèse, quelques années plus tard, 2 autres professeurs en Sorbonne voudront me faire avouer que le résultat de mon travail devait m'obliger nécessairement à désavouer l'œuvre de Martial Guéroult au demeurant présent dans la salle. C'était naturellement absurde. J'apprendrai plus tard que ces pressions insistantes étaient inspirées par des remontées d'un passé ancien, par des rancœurs revenant d'attitudes ou d'engagements bien différents dans la France occupée de 1940 à 1944, qui avaient marqué leur existence mais n'avaient aucun rapport avec ma personne. La majorité du jury, qui comprenait aussi Paul Ricoeur et Jean Hippolyte, me sera favorable. Mais je retiendrai que les querelles universitaires entre de grands esprits, ou qui se veulent tels, peuvent parfois rivaliser en matière de bassesse et de mesquinerie avec celles que l'on peut découvrir dans les milieux les plus vulgaires de la société humaine. Noyé dans mon travail depuis 1 an et demi, je me découvre victime de crises d'asthme de plus en plus fréquentes, parfois paralysantes. Un soir, au cours d'une discussion avec des amis psychologues à Toulon, un blocage respiratoire me conduit à l'évanouissement. Amené d'urgence à l'hôpital, les soins et l'oxygénation me font ressusciter. Ils pensent connaître mon passé, et concluent que ce sont là certainement des pleurs refoulés. J'ai le plus grand respect pour les psychologues et la psychologie, mais j'en garde le sentiment que les analyses rétrospectives ne réparent pas les organes qui ne fonctionnent plus ou mal, et que la thérapie relève plus sûrement de la médecine, voire de la chirurgie. Je connaîtrai 8 ans de soins, d'abord à l'hôpital Lariboisière à raison de 3 piqûres par semaine sous la direction du docteur Denis, puis à l'hôpital Rothschild où le professeur Wolfram fera de moi, avec mon accord, un cobaye de la désensibilisation retard dont la pratique n'était pas généralisée à l'époque. Je suis en traitement depuis plus de 2 ans, lorsque je suis convoqué à la caserne de Vincennes pour effectuer ma formation au service militaire. Nous sommes en 1960. Lors du contrôle médical, à la rubrique « Rien à signaler », je note simplement, pour rester opérationnel, les 3 piqûres que je dois subir chaque semaine et les références de mon dossier médical afin qu'il n'y ait pas d'erreur dans les soins. 48 heures plus tard, un sous-officier vient me chercher au centre de formation aux télécommunications, où j'étais affecté, pour me conduire à l'hôpital du Val-de-Grâce. 3 médecins experts m'examinent et m'interrogent. Je leur confirme que je suis bien marié depuis l'âge de 22 ans avec une étudiante qui préparait l'agrégation en même temps que moi, dont la famille est implantée en Algérie depuis 1 siècle, que je connais Alger et qu'aller là-bas pour aider nos compatriotes ne me pose sur le fond aucun problème. Après 6 jours d'attente, les médecins me convoquent. Je vois devant leurs yeux mon dossier médical de l'hôpital Rothschild. Avec une précision militaire, ils m'expliquent que l'armée n'est pas une infirmerie, qu'en cas d'incorporation la hiérarchie devra attendre une crise paralysante et selon mon dossier, inéluctable en l'absence de soins, pour me rapatrier avec l'obligation, si je suis encore de ce monde, de me payer une pension à vie. Ils refusent de prendre le risque et dans l'intérêt général, me renvoient chez moi. Le traitement que je dois suivre est exigeant mais j'habite à côté d'un grand hôpital, ce qui rend la servitude des soins plus légère. Il se prolongera encore pendant 6 ans, avec quelques rechutes, avant que je reconquière mon indépendance à l'égard des milieux hospitaliers. Je garderai l'habitude de contrôles médicaux réguliers. Je rends grâce au CNRS de m'avoir permis de poursuivre mon travail dans des conditions favorables, ainsi qu'à la faculté des lettres de Lille dont la bibliothèque, mieux que celle de la Sorbonne qui est débordée, me fait parvenir de l'étranger tous les ouvrages dont je peux avoir besoin. Je n'aurai manqué à aucun des devoirs qu'impose un détachement au CNRS, mais je reconnais volontiers qu'il m'aura évité l'éloignement d'un congé médical de longue durée. Il me faudra encore 2 ans de travail pour achever la rédaction de ma thèse principale, ou du moins pour que mes directeurs de recherche estiment que les 400 pages déjà écrites répondent aux critères d'un doctorat d'État. Le thème n'en est pas épuisé. On peut dire aujourd'hui que la doctrine de la science de Fichte, objet de mon travail,
est de part en part une méditation sur le penseur de Rodin, sur ce qui se passe dans le corps et l'esprit de l'homme qui réfléchit. Il est clair que le modèle sculpté par Rodin ne mobilise pas toutes ses forces pour résoudre des difficultés personnelles, mais une énigme qui concerne tous les hommes et ne saurait se réduire à ces termes théoriques. Fichte précise la nature de cette expérience. En conclusion de sa philosophie spéculative, il a écrit une initiation au bonheur de vivre. Il montre comment une réflexion authentique, où l'auteur se comprend et se réalise lui-même à travers les idées qu'il exprime, apporte à sa vie un sentiment d'éternité, la forme la plus épurée du bonheur. Mais je n'arrive pas à suivre Fichte pour en percer le secret et en analyser les détails. J'en conclus que si ma recherche personnelle, quelle qu'en soit la modestie, commence à se bloquer ou à s'assécher, ce n'est pas par manque de travail ou d'érudition mais parce que mon expérience de la vie n'est pas assez riche et diverse pour donner corps et muscle à ce que la culture a pu mettre dans ma tête. Dans l'espoir d'élargir le registre de mes capacités de sentir, je reprends contact avec la vie étudiante et m'inscris à la préparation d'une licence de droit à la faculté de Paris-Assas. Je choisis de commencer par le droit constitutionnel, afin de mieux comprendre et vivre les caractères de l'époque actuelle. Notre Constitution est alors toute neuve. On peut imaginer qu'elle porte avec elle l'espérance d'une stabilité politique inédite, qui doit permettre de construire clairement un avenir pour le pays, et mettre en œuvre une cohésion sociale fondée sur la participation de tous les travailleurs à la marche de leurs entreprises. C'est ce qu'expose avec talent René Capitan. Ce brillant professeur de droit utilise toutes les ressources de l'analyse historique comparée pour nous situer dans le temps qu'il a fallu à nos institutions, depuis la monarchie jusqu'à nos jours, en passant par 4 républiques et 2 empires, pour aboutir à un régime qui allie les vertus d'un régime parlementaire à celles d'un gouvernement efficace. Du jamais vu. Prompt à l'indignation, il reste foncièrement optimiste quant au pouvoir de l'action publique pour améliorer la condition humaine. Il est content d'avoir un professeur de philosophie parmi ses élèves. En cette rentrée universitaire de 1962, il réussit même à forcer ma réserve et à m'entraîner dans le spectacle de sa campagne pour les élections législatives où il est candidat dans le 5e arrondissement de Paris. Le député sortant s'appelle Jean-Marie Le Pen, et René Capitan, gaulliste de gauche, ressent une véritable jubilation à s'engager dans ce combat. Il recrute et souhaite y associer la jeunesse du quartier latin. Il me répète que je vais aimer toucher du doigt le fonctionnement de nos institutions, et pourrais confronter mes idées de philosophe avec les conditions de leur réalisation. Ainsi ai-je participé pour la première fois à une campagne électorale, fréquenté les gens de la base, comme on dit, ceux qui se trouvent au cœur d'une campagne et en sont la cheville ouvrière, au premier rang desquels je reconnais Jean Tibéri, suppléant du candidat, et son épouse Xavière, première des militantes, qui deviendra plus tard formatrice en la matière de Bernadette Chirac. Parti comme simple observateur, je découvre la réalité d'une aventure collective colorée, où les gens de la rue se retrouvent au coude à coude avec l'armorial de la République, pendant que René Capitan rappelle sans cesse que l'on ne sort jamais perdant d'une campagne électorale quand on y défend avec cœur ses idées et un idéal républicain. Sa manière de réinscrire sans cesse les objectifs de son action dans le cadre des valeurs humaines et de l'intérêt général donne certainement la clé pour entretenir et préserver la joie de vivre dans l'engagement politique. Il faut, dit-il, se dégager de l'obscurité du monde des ratés englués dans le tunnel de leurs ambitions personnelles. Cela s'appelait à l'époque le gaullisme. L'enseignement à l'université. Ma soutenance de thèse est maintenant programmée dans l'année. Une série de contrôles médicaux passés à l'hôpital de la cité universitaire, où je retrouve le docteur Denis, me rassure sur mes capacités physiques. J'en informe Martial Guéroux qui me déclare qu'il est temps pour moi de reprendre une charge d'enseignant, que d'ailleurs Vladimir Jankélévitch dispose d'un poste d'assistant à la Sorbonne qui est disponible. Il lui a confirmé son accord pour me prendre à ses côtés. Ainsi commence ma carrière proprement universitaire. J'avais assisté jadis aux leçons du maître. C'était un spectacle autant qu'un enseignement. Son éloquence un peu grandiloquente était rehaussée par une aptitude à conclure dans un éclat de voix retentissant de longues périodes oratoires brusquement ramassées dans la formule qui frappe et qui brille, celle qu'on prend en note,
qui résume toutes les autres et suscite invariablement dans un brouhaha général les applaudissements de l'amphithéâtre Turgot. J'avais surtout lu son Bergson, incontournable en une année où Bergson figurait au programme de l'agrégation. S'agissant non pas d'une doctrine mais d'une pensée vivante, proliférant, rayonnant en tous sens, l'ouvrage de Jankélévitch n'y mettait pas seulement de l'ordre, il permettait de parler d'une façon cohérente de la philosophie de Bergson. Il m'invite à venir discuter avec lui, dans son bel appartement du quai aux Fleurs, entre la Seine et les jardins de la cathédrale Notre-Dame. Il ne me cache pas qu'il n'a pas d'inclination particulière à la lecture de Fichte, sur lequel je travaille, et dont le projet de savoir absolu semble s'inscrire dans la tradition rationaliste des encyclopédistes. Mais il m'écoute parce qu'il me sent passionné, et c'est ma passion qui l'intéresse. J'ai compris qu'en toute expression d'une pensée, il veut retrouver l'intuition qui en est la source et qui l'anime. Si l'on y regarde de près, les ouvrages de Jankélévitch font revivre sous différentes facettes un savoir de l'intuition, dont Bergson a fait la théorie, un peu trop géniale pour être clair, dans son ouvrage Matière et mémoire. Il nous invite à considérer l'instant présent de notre vie comme le seul point où nous pouvons toucher le réel, le vivre et le sentir, le passé et le futur ne relevant que de l'imagination. Il est vrai que le passé ne peut être que l'objet de reconstruction et le futur de projection, aussi aléatoire. Nous sommes dans le monde de l'opinion, pas de la vérité. En revanche, quand il s'agit de vivre et penser l'instant que nous vivons, nous sommes dans le monde réel, le seul qu'il nous soit donné de connaître et qu'il s'efforcera toujours de creuser pour en exploiter les richesses. Jankélévitch est un vrai philosophe. Il met sa pensée en pratique. Il adore la musique, joue du piano. Ses réactions aux événements de la vie nationale et internationale sont les expressions directes d'une morale à fleur de peau. Il fait ce qu'il dit et agit comme il pense, tout entier dans chaque instant de sa vie. Un caractère qui ne court pas les couloirs de la Sorbonne. Le travail hebdomadaire d'un assistant à la Sorbonne impose d'aller enregistrer une leçon d'1 heure à la maison de la radio, au bord de la Seine, pour les étudiants qui ne peuvent se rendre à la faculté, d'assurer ensuite 2 cours par semaine afin d'expliquer les textes ou les thèmes inscrits au programme de la licence de morale et sociologie, enfin de consacrer une soirée à des travaux pratiques dans les locaux de la rue Censier. Cette dernière prestation est destinée aux étudiants qui sont contraints de travailler pendant la journée et souhaitent trouver une pédagogie plus individualisée, pouvoir faire des dissertations que je corrige et recevoir des conseils pratiques pour améliorer leur qualité d'expression et de présentation. Ce sont des cours participatifs où chacun peut à tout moment prendre la parole. Je suis cependant frappé de la passivité générale. Je ne retrouve pas la mobilisation et la détermination vivante que j'avais découverte jadis dans la cagne du lycée Henri IV. Les étudiants échangent peu entre eux, et il me faudra plusieurs mois pour les sortir de leur solitude et voir se lever les prémices d'une chaleur collective. À la fin de l'année universitaire, je suis confronté à une situation imprévue et même à mes yeux inédite, quand je suis appelé au contrôle des épreuves orales de l'examen de licence en morale et sociologie, aux côtés de Georges Gurvitch. Je ne le connais pas, sinon à travers sa théorie des faits sociaux totaux. Pour lui, chaque société doit être comprise dans son fonctionnement global comme un organisme, mais la connaissance que l'on peut en prendre impose de la décomposer en une multitude indéfinie de strates. Bref, la sociologie n'est pas une affaire facile. Je dois m'asseoir à la même table que lui, à sa gauche. Il interroge d'abord les étudiants pour évaluer leurs connaissances en sociologie, et je les reçois ensuite pour discuter des grands textes de la philosophie morale inscrits au programme. Nos 2 notes s'additionnent et le total permet de déclarer le candidat reçu s'il obtient la moyenne. Et nous commençons. La première question qui tombe à côté de moi est: voulez-vous me dire ce qu'a écrit Georges Gurvitch au début du chapitre 2 de son livre Morale théorique et sciences de mœurs et me préciser la forme que doit prendre une connaissance des faits sociaux globaux? Amusé mais intrigué, j'attends la suite. Mais il n'y en a pas. Silence de l'élève qui reste pétrifié et dispose de quelques minutes pour préparer une réponse. Plusieurs reviennent avec une page blanche et la voix éteinte. Ils me sont alors transmis pour l'évaluation complémentaire avec une note de 0,5 à 1,5. Ceux qui réussissent à articuler quelques phrases et engagent un début de conversation ont généralement la moyenne. Les notes grimpent vite.
Ceux qui ont simplement assisté au cours du professeur, fût-ce de façon épisodique, sont assurés d'un 8 ou d'un 9. Plusieurs 9.5 consacrent les candidats qui peuvent expliquer qu'un fait social rapporté à d'autres permet d'acquérir peu à peu une vision globale de la société dont l'évolution interne doit être saisie dans une connaissance dialectique. On reconnaît certes les expressions fétiches de Gurvitch, mais la méthode est intéressante. Un moment désorienté mais tous les sens en éveil, je prends vite mes résolutions. Je m'efforce de mettre en confiance et de faire parler aussi longtemps que possible les victimes du coup près, où je reconnais certains de mes étudiants dont les efforts et la bonne volonté m'ont paru méritoires. Je détecte rapidement les faux étudiants des vrais. Je reviens un peu sur la morale appliquée pour mesurer s'ils ont au moins retenu le principe qui est à la base des sciences sociales, à savoir qu'un homme en groupe n'a pas la même personnalité qu'un individu pris isolement. Si le discours est cohérent et quelques connaissances historiques précises, je les gratifie d'un 9.5 ou 8.5 selon le besoin afin qu'ils atteignent globalement la moyenne. Georges Gurvitch a perçu mon système de notation, et je pense qu'il doit suspecter une réaction de révolte ou de provocation, assurément irrespectueuse de ma part. Son sourcil droit s'est relevé et je m'attends au pire. Il met bientôt un terme à l'exercice, décide une pause et se tourne vers moi d'un air dégagé et satisfait. Il me fixe en silence et attend à l'évidence des explications. Je lui demande humblement de bien vouloir m'écouter. Je lui rappelle que je suis chargé des travaux pratiques du soir, et que j'ai reconnu parmi les étudiants qu'il a crucifié des jeunes qui sont obligés de travailler le jour pour payer leurs études et leur logement. Je peux attester qu'ils ont réellement travaillé, étudié et acquis les connaissances de base que l'on m'a demandé d'enseigner, et même s'ils n'ont pu assister à ces cours, je lui demande de considérer que cette absence ne doit pas être rapportée à leur désinvolture mais à une nécessité sociale. Je me permets de suggérer que lui-même pourrait donner à ses assistants chargés des cours du soir l'autorisation d'instruire les étudiants qui n'ont pu suivre ces cours du jour des principes de ses propres ouvrages, tels morale théorique et sciences des mœurs ou dialectique et sociologie, à son choix. Il semble réfléchir un instant, ne fait aucun commentaire et décide d'achever les contrôles qui se poursuivent sans accroc. Une double surprise m'attend 3 jours plus tard. Soulagé d'être arrivé au terme des épreuves sans autre incident majeur, je vais le saluer à la fois pour prendre congé et me dégager d'une situation où je me trouve mal à l'aise. Il me reçoit avec un charmant sourire, me tape sur l'épaule, me serre chaleureusement la main et me propose d'être son assistant à la Sorbonne pour la prochaine année universitaire. Ses raisons sont exprimées de façon lapidaire, il a besoin d'un assistant, Fichte l'intéresse. Il l'a dit à Jankélévitch à qui je rends immédiatement visite. Ce dernier me confirme que son collègue a beaucoup insisté, que ce genre d'aléa dans le fonctionnement de la boutique n'a aucune importance et que nos relations doivent rester exactement ce qu'elles sont, à savoir régulières et amicales. L'année Gurvitch. L'année Gurvitch restera une année pleine, agréable et féconde, ce qui ne laisse pas d'étonner mes collègues aux yeux desquels le philosophe-sociologue s'est forgé la réputation d'un homme peu amène, dont les engagements totaux et globaux aussi bien dans l'ordre des idées que dans celui de la vie se prêtent assez mal à des discussions alertes et spirituelles qui sont l'ordinaire de la bonne compagnie universitaire. J'ai pris l'habitude de lui rendre visite, de façon tout à fait libre et non programmée, une fois par mois au pied de l'amphithéâtre où il donne son cours, sous le prétexte administratif de lui rendre compte de mon travail d'assistant, de ce que j'enseigne et comment j'essaie de le faire. Il m'entraîne dans une petite arrière-salle, entre une table de bois et 3 ou 4 chaises. L'entretien peut être expédié ou se prolonger sans limite. Je lui parle du Fichte qu'il a écrit en 1924 et lui rappelle que les étudiants y ont découvert une première clé pour comprendre la doctrine de la science, à savoir qu'à partir de la 15e leçon d'un exposé qui en comprend 28, elle nous entraîne dans ce qu'il appelle une éthique concrète. Ainsi tous les lecteurs de Fichte ont-ils acquis aujourd'hui le sentiment que la spéculation débouche dans le monde de l'action au milieu des autres hommes, une expérience primitive de la vie dont il reste à analyser la nature. Il me rappelle sans cesse qu'aucune démarche intellectuelle ne peut apporter une justification totale de nos engagements dans la vie, qu'il existe donc une sorte de matérialisme de la vie à partir duquel les pensées expriment différents points de vue. Il cite l'exemple de son parcours personnel,
où le philosophe a cédé la place au sociologue qui découvre de façon empirique les structures des sociétés humaines sans chercher à en construire une classification rationnelle. Il me met en garde contre les déviations philosophiques qui tendent à réduire ou extrapoler, à partir de quelques faits épars, une logique des évolutions sociales qui conduisent non seulement à des erreurs d'analyse mais à des catastrophes sociales quand ces mêmes intellectuels s'engagent dans l'action. Au contact de ce maître qui parle peu, se répète souvent mais dont les répétitions sont une manière de créer et de progresser dans l'expression claire des idées, je m'aperçois que le sociologue cède souvent la place à l'homme épris de liberté et de transformation sociale. Le feu du révolutionnaire d'octobre 1917 en Russie couve toujours dans le cœur de ce professeur à la Sorbonne et anime sa volonté d'un retour permanent à l'expérience pour enrichir et corriger les pensées théoriques. C'est le même geste qui le poussait jadis à préconiser le retour à la base auprès des conseils ouvriers dans les usines, pour identifier les forces réelles de la société et pouvoir s'appuyer sur elles. La même démarche de la pensée qui l'incite aujourd'hui à coller aux évolutions vivantes de la société pour la comprendre et à se garder de tout grand principe théorique qui, une fois érigé en principe d'action, ne peut qu'engendrer la violence et un échec historique. La Russie du XXe siècle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.